mars 2020. Le coronavirus fait ses premières victimes en Europe et la pandémie sème vite le chaos. Selon l'UNESCO, avec la fermeture des écoles et le confinement, c'est 1,5 milliard d'élèves qui sont touchés à l'échelle mondiale. Quelques mois plus tard, les chiffres du décrochage scolaire explosent. Des millions de jeunes ne retourneront pas à l'école. Mais certains étaient mieux préparés à cette crise. Les jeunes Estoniens et leurs professeurs hyper connectés sont depuis longtemps familiers de l'enseignement à distance. Est-ce que vous vous souvenez de la différence entre la mousse et le lichen ? L'un est une plante, l'autre un champignon. Depuis quelques années déjà, tous leurs livres et cahiers d'exercices sont disponibles en ligne. C'est exactement le même texte que dans le livre, dans un autre format. Il y a même une voix robotique qui peut nous le lire. Et voilà l'exercice. Je clique sur « Enregistrer les modifications ». Quand j'ai fini, il y a un point vert qui apparaît et je peux l'envoyer. Maintenant, la chimie, il y a du boulot. Et l'école communique en temps réel via eSchool, une plateforme qui permet à tous de suivre la vie scolaire au quotidien. Là, c'est le tableau de bord. On voit toutes les notifications. Par exemple, les événements qu'il peut y avoir à l'école, s'il y a une séance photo ou encore autre chose. À la fin de chaque cours, le professeur note les devoirs qu'on a à faire, et ça apparaît ici. Les échéances sont marquées dans le calendrier. Tout est là. Nous utilisons eSchool dans toutes les classes et dans toutes les matières. Du coup, les élèves, les professeurs, mais aussi les parents s'en servent au quotidien, et ce, dès le CP. On y retrouve aussi les notes et les appréciations. Le point d'exclamation, ici, indique ce qui n'a pas encore été fait. Ce qui est moins cool, c'est que les parents ont accès à tout ça. C'est en s'appuyant sur l'éducation que l'Estonie a érigé en priorité nationale son développement numérique dès les années 90. Et pour entraîner le plus tôt possible les jeunes dans cet essor, le système scolaire estonien a mis en place un enseignement très concret, au plus près de l'apprentissage. 30 ans plus tard, selon l'OCDE, c'est le pays d'Europe où les élèves sont le plus satisfaits de leurs écoles, avec quasiment pas de décrocheurs. Dans ce petit pays d'1,5 million d'habitants, chaque école est indépendante et choisit sa dominante pédagogique. C'est ainsi que le collège de Pelgulin, spécialisé dans le numérique, encourage les ados à développer leur passion avec leurs professeurs. Aujourd'hui, ces collégiens s'entraînent à programmer des petits drones pour qu'ils suivent un parcours très précis, sans aucun pilote. On décolle d'ici, il faut traverser le tunnel et venir se poser là. Ensuite, on redécolle, on passe au travers et on vient atterrir ici. Puis on redécolle encore, on traverse et on arrive à destination. C'est combien la longueur maximum ? Je dirais 260. De combien est-ce qu'il faut descendre ? Programmer le vol des petits engins permet à ces jeunes d'appliquer leurs cours d'informatique, de maths et de physique, et de mesurer la distance entre la théorie et la pratique. On décolle de là. Non, on se pose ici. On tourne 95 degrés, on reste à 65 de haut, puis on descend.
Ensuite, on remonte à 130. 130, on avance, puis on tourne et on avance encore. Donc c'est ça qui doit suivre. On a paramétré le décollage un peu trop bas. Et le drone n'a pas fait comme on avait prévu dans le code. On va devoir changer le code et recommencer. C'est quand ça ne se passe pas bien qu'ils ont l'occasion d'apprendre. Et c'est bien comme ça, parce que c'est la meilleure méthode. C'est souvent de ses propres échecs qu'on apprend le plus. Comme vous le voyez, je n'interviens pas beaucoup. Ils apprennent par eux-mêmes. Heureusement, il y a un bouclier protecteur, donc c'est pas grave si on rentre dans un mur. En général, on se crache 5 fois et ça passe à la 6e. Quelques jours plus tard, Petri Asperk organise une partie de cache-cache 2.0 pour les dronistes. Tu devrais voler un peu plus haut. Ici, le rôle du professeur est d'encourager et d'aider les ados à découvrir les débouchés des nouvelles technologies. Remonte un peu. Tiens, je vois un manteau bleu. Cette année, on a été piloter les drones dans les tourbières. On a fait de la cartographie. On a été filmer la nature. Pour découvrir d'autres métiers, je les ai emmenés visiter l'Académie estonienne d'aviation. On a aussi été voir les drones de la police, et là, on a même vu les drones de l'armée. J'essaie de leur présenter toutes les possibilités d'emploi pour le futur. Je crois que j'en ai un. C'est eux. Ils se cachent derrière l'arbre. Les drones sont utilisés partout. Ils sont utilisés à la télévision. Il n'y a pas une émission sans plan de drone. Donc il y a vraiment beaucoup de potentiel. Pour rechercher des personnes disparues. C'est aussi utile pour les gens qui chassent ou qui participent à des opérations de sauvetage. Avec 30 ans d'avance sur le numérique, la population estonienne considère la vie connectée comme la norme. Et il n'est jamais trop tôt pour s'y mettre. C'est pourquoi une chercheuse en cybersécurité de l'Université de Tallinn vient travailler avec ses collégiens sur un sujet devenu critique à l'échelle du globe, le piratage informatique. Bonjour les troisièmes. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Aujourd'hui, on fait des exercices de piratage. Je vois que vous faites tous des choses différentes. C'est bien. Ici, tu récupères les codes inscrits sous des œuvres d'art. Tu as compris ce qu'il faut faire. Oui, il faut retrouver la bonne image. Et qu'est-ce que t'en penses? C'est laquelle? Celle-ci? Ok, très bien. Tu as un premier code. Aujourd'hui, Birgit Lorenz teste des élèves avec des exercices pour un concours du ministère de la Défense. Un bon moyen de repérer les jeunes talents qui seront peut-être les hackers de demain. L'Estonie a besoin de hackers parce qu'on a développé de formidables outils pour le travail et l'école. Et il y a des hackers étrangers qui essaient de pirater nos systèmes. Donc pour nous défendre, on a besoin de hackers. Surtout de jeunes qui ne sont pas encore formatés et n'ont pas de limites.
Cette séance d'exercice n'a pas seulement pour but la défense nationale. Elle permet surtout de sensibiliser les adolescents aux enjeux du numérique, bien au-delà de leur utilisation personnelle. De la 5e à la terminale, on incite les élèves à s'orienter vers des métiers liés à l'informatique. On ne leur apprend pas seulement à créer un document Word, à savoir être discret sur Internet et à ne pas étaler leur vie sur Facebook. On est déjà au niveau où on parle de législation, de futures opportunités d'emploi, de quelle direction prend notre monde, de qui va nous servir le café. Est-ce que ce sera un drone, un robot ou un humain? On est sur des vrais sujets. Les élèves sont incités à chercher bien au-delà de la première information délivrée. Ici, le but de l'exercice est de découvrir dans le code la trace cachée laissée par un pirate informatique. La réponse est peut-être cachée dans l'image. Elle est peut-être cachée dans le code de l'image. En général, on ouvre les images avec une application dédiée qui permet de les visualiser. Mais les hackers cachent souvent des mots de passe à l'intérieur des images. On peut se dire que c'est juste une image, mais si on l'ouvre avec Notepad, on trouve les informations. Ok, maintenant tu vois en quoi consiste ton image. Elle est toujours codée avec des chiffres et des lettres. Et voilà la signature que tu cherches. Qu'est-ce qui est écrit? Hello World. Hello World, et voilà ta réponse. En Belgique aussi, on mise sur le numérique. Ici, en banlieue de Bruxelles, l'école communale joliment nommée le paradis des enfants avance avec son temps. Donc vous avez vos feuilles sur les chiffres romains devant vous. Alors, ça représente quoi? 10. Et ceci? 5, ça fait quoi au total? 15. Magnifique. Alors là, on a 5. 5 plus 5, ça fait 10. Plus 2, 12, plus 3. Ok. Il y a environ 5 ans maintenant qu'on travaille avec les tableaux interactifs. Moi, j'ai dû apprendre à travailler dessus comme tous mes collègues, puisqu'avant, nous avions les tableaux noirs. Et donc, il suffit juste de brancher l'ordinateur au tableau interactif et ensuite de donner cours. 12 plus 5, 17. Ils aiment beaucoup pouvoir aller écrire au tableau. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup plus de matières différentes et rapidement. C'est vrai que ça demandait pas mal d'efforts quand on voulait faire des mathématiques, des tracés au tableau noir. Il fallait préparer le tableau à midi. Et là, ici, on gagne un temps dingue. Et 3i, c'est égal à 3, et qui est égal à 333. Parfait. Les 6e ont à présent cours d'éducation physique. Dans le gymnase, différents ateliers les attendent. Mais le cours de maths sur les chiffres romains se prolonge grâce au système LU, une spectaculaire innovation interactive. Oh non! X, oh non! J'ai fait moins. 275. 2C, 50. Ok, 2C, L, X, V. C'est bon. Voilà. Là, on fait les chiffres romains comme on les a appris en classe. Et du coup, je trouve que c'est chouette parce que là, on arrive à apprendre, mais en même temps, à s'amuser. Sur le mur d'en face, d'autres élèves font du calcul mental. Je vais t'avoir, Jules. 14 moins 8, ça fait 6. 60 divisé par 10, ça fait 6. Et où c'est ça? 13 divisé par 3. 4 divisé par 8. C'est vraiment cool. Parce que avec les interactifs, les tableaux interactifs en haut, c'est plus chouette. En classe, je suis plus concentrée, c'est plus savoir la leçon.
Tandis qu'ici, c'est plus s'amuser tout en s'exerçant. Plus 13, 21. Il y a un nombre de points par nombre de bonnes réponses. Du coup, ça crée quelques rivalités, ce qui donne l'envie de jouer encore plus vite et encore mieux, quoi. Ça donne envie de gagner et de bien jouer. Ce qui fonctionne, c'est qu'on parle aux enfants dans un langage qu'ils apprécient. Les enfants d'aujourd'hui sont nés avec une tablette en main quasiment, et donc ce sont des codes qu'ils connaissent. Et donc on arrive à les avoir dans l'apprentissage grâce à ces méthodes-là, entre autres. Mais rien ne remplacera jamais un enseignant dans sa classe en présentiel. 13. Parfait. Dans cette école à la pointe du numérique, comme dans toutes les écoles du monde, les téléphones portables sont devenus un fléau. En fait, on peut avoir un portable, mais soit il doit être en silencieux et on doit le laisser dans notre cartable. Soit on doit le donner à madame, il y a un coffre-fort pour le téléphone et on nous le rend en fin de journée en fait. Ils utilisent tout ce qui existe, que ce soit les applications sur téléphone, que ce soit les photos, que ce soit les applications telles que Facebook, Snapchat, etc. Ils emploient tout alors qu'ils n'ont pas l'âge et ça crée pas mal de problèmes, que ce soit en classe, à l'extérieur, qu'il faut gérer en plus. On voit parfois des situations de harcèlement aussi. Avant, le harcèlement s'arrêtait à la sortie de l'école. Quand on rentrait chez soi, on était bien, on était en sécurité. Aujourd'hui, le harcèlement se poursuit même quand on est derrière son écran. Et donc ça, ce sont les dérives. Et c'est là qu'il faut avoir aussi un travail de sensibilisation et de prévention auprès des enfants. C'est pourquoi, aujourd'hui, la classe de 6e reçoit en visio les conseils avisés d'une représentante de Child Focus, une fondation qui se consacre à la protection de l'enfance. Bonjour. Bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Nawal Zouaoui, je suis une représentante de Child Focus pour une animation, une petite session sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont déjà accès à des réseaux sociaux? Est-ce que vous avez des comptes? Oui. J'imagine que vous avez déjà eu accès, par exemple, à des vidéos TikTok. Oui. Voilà, donc vous savez déjà ce que c'est déjà super. Et bon, vous savez aussi qu'en théorie, vous n'avez pas l'âge pour y aller, mais que vous y allez tout de même. Donc c'est très important que vous ayez des clés de prévention. Alors je vais partager l'écran avec vous. Pour apprendre à se protéger sur les réseaux sociaux, la formatrice leur présente des cas pratiques. Dans cet exercice, ils doivent examiner les profils de 2 utilisateurs et repérer les pièges à éviter. C'est 2 personnes les mêmes, c'est des faux comptes. Déjà, son profil il est public. Il est écrit. Quand t'as un compte privé, t'as un petit cadenas. On peut déjà mettre en rouge l'école. Ouais, l'école. Franchement, je trouve que avoir 850 fans que je connais rien du tout et être abonné à 332 personnes. Non, mais moi j'en ai 1000 des abonnés. Parce que c'est bon là. Donc ce qui n'est pas bien, c'est son adresse mail, qu'on sache son prénom, son école et qu'on ait son Instagram. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a remarqué d'autres choses qui ne vont pas? Les photos, sauf celle du poussin. Exactement, oui. Qu'est-ce qu'elles ont, ces photos? Il y a lui et il y a sa sœur, enfin sur celui de Soufiane. Ok, super. Alors, il y a une petite astuce en général. Avant de poster quelque chose, que ce soit une vidéo ou une photo, il faut se demander, par exemple, si j'avais mis cette vidéo, cette photo en plein milieu de la cour de récréation, est-ce que je serais à l'aise avec ça? Si déjà, là, on n'est pas très à l'aise, alors bien sûr, réfléchir au fait que quand on la met sur Internet, il y a beaucoup plus d'impact, il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent la voir et il reste des traces. Alors, vous allez recevoir des feuilles.
On va faire le même exercice. C'est parti. Oh là là, maman mia. Heureusement qu'il a ses cheveux. Heureusement, il a ses jambes. Après quelques échanges de SMS, Tamondre envoie ceci. Dommage que je ne puisse pas te voir ce soir. Est-ce que tu veux bien m'envoyer une photo sexy? Bah non, tu n'envoies pas ça. Entoure ça là, tout ça. En rouge. Entoure ça. Oui, tout ça, tout son corps. Oui. Donc les astuces et les conseils. On peut mettre des photos, mais pas sous pression. Personne ne doit vous obliger à mettre une photo et surtout pas une photo de vous en petite tenue ou tout nu. Et ce qui est mal, c'est de partager la photo des autres. Le coupable, c'est celui qui partage une photo de quelqu'un d'autre qui lui a envoyé en toute intimité. Et il faut savoir aussi que c'est punissable par la loi. Donc, ce ne se fait absolument pas. Dans un monde hyper connecté où tout s'accélère, les adolescents sont sollicités en permanence et beaucoup de professeurs se plaignent d'un déficit d'attention. Pour les aider à se recentrer sur eux-mêmes, dans le collège d'Alcanena, s'est ainsi imposée l'idée de pratiquer la méditation en pleine conscience, loin de toute connotation religieuse. Inspirez, relâchez. C'est bien. Maintenant, relâchez vos yeux, comme s'ils étaient très lourds. Inspirez, expirez. On va se concentrer sur le rythme cardiaque. Pensez à la semaine qui commence, aux bonnes notes que vous aurez ou pas, peu importe. J'ai commencé la méditation en seconde. C'était en cours de portugais. La prof a décidé de nous faire un peu de méditation pour qu'on ait plus confiance en nous au moment des examens ou quand on fait des exposés et aussi pour qu'on communique mieux. Aujourd'hui, tout est numérique. Tout est très stressant. Nous sommes connectés en permanence et nous avons vraiment besoin d'apprendre à nous arrêter, à casser ce rythme, car nous n'arrivons plus à être attentifs. Donc ça aide les enfants à se poser pour réfléchir, s'interroger et penser par eux-mêmes. Quand je fais mes devoirs, j'ai un peu tendance à me déconcentrer à cause de mon téléphone portable, parce que je suis tout le temps sur les réseaux sociaux pour voir si j'ai reçu des messages ou des notifications. Mais depuis qu'on a commencé la méditation, j'arrive mieux à lâcher mon téléphone et à me concentrer plusieurs heures d'affilée. J'ai proposé à l'école un projet bien-être pour les élèves. Pourquoi ? Parce que les vibrations nous font du bien. Et surtout, elles nous apportent une meilleure qualité de vie. Comme je le dis souvent aux élèves, notre corps est constitué à 75 ou 80% d'eau. Et quand nous le faisons vibrer, notre niveau d'anxiété change, notre bien-être augmente, nous retrouvons le sourire, la santé et nous nous sentons plus heureux.
Au début, j'étais sceptique. Je trouvais que ça ne servait à rien. Et puis je crois que c'est pour un contrôle de portugais que j'ai fait de la méditation chez moi. Et quand je suis arrivé, j'étais détendu, comme si c'était un jour normal et pas un jour de contrôle. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à y croire, que j'ai compris que c'était du sérieux et que la méditation pouvait me servir. Ça a vraiment changé nos vies, tant au niveau personnel que scolaire. On est beaucoup plus concentré sur ce qu'on fait. Des fois, pendant qu'on travaille, on est distrait parce qu'on regarde les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Et à ce moment-là, on s'arrête, on ferme les yeux, on fait une petite méditation et on se dit que tout va bien se passer. Même dans la campagne estonienne, au pays du miracle numérique, les profs doivent faire face aux abus de l'utilisation des smartphones. Ils font en permanence 15 choses à la fois. Ils checkent leur portable s'il y a des nouveaux messages ou si quelqu'un a mis une nouvelle photo sur Instagram. Leur addiction est assez sérieuse. Alors que de nombreux pays ont interdit l'usage des portables au collège, dans le petit village de Kolga, ils sont omniprésents. Tout le monde est là. Et les élèves jouent notamment beaucoup à des jeux en réseau. On joue au jeu Among Us. On est en mission dans un vaisseau spatial et il y a des imposteurs qui veulent assassiner les autres. Si on se fait attraper par un imposteur et qu'on se fait tuer, on devient un fantôme et les autres membres d'équipage doivent essayer de démasquer les imposteurs. C'est Louise, je l'ai vue. Nous essayons de réduire leur temps d'écran et de les encourager à sortir, à aller courir au stade pour se défouler. Nous leur fournissons tout le matériel nécessaire pour faire du sport. L'année dernière, ils ont voulu interdire les portables à certains endroits. Mais ils ont arrêté parce que ça marchait pas. Ils nous demandent de sortir, sans doute parce qu'ils trouvent qu'on pue. Dans notre école de Kolga, ça fait quelque temps qu'on a mis en place des zones où le téléphone est interdit, où on peut respirer le bon air, un air frais et sans Wi-Fi. Mais ces zones sans Wi-Fi n'ont aucune utilité parce qu'ils se servent quand même de leur téléphone et qu'ils captent la 4G partout. En même temps, on ne peut pas passer notre vie derrière eux à limiter leur temps d'écran. Et avant que le prochain cours démarre... Je suis morte, vous pouvez venir me chercher. Moi j'accuse Sophia. Mais c'est pas moi! C'est Arthur qu'il faut sortir! Aujourd'hui, on va parler du streaming et des technologies web automatisées. Allez, ouvrez Classroom, ne perdons pas de temps. En cours d'informatique, Prit Tamets enseigne à ses élèves comment fonctionnent les coulisses du monde numérique. Du distributeur de billets au streaming, en passant par les flux RSS, le Bitcoin ou la blockchain. Pour rester à la pointe de l'innovation, les écoles collaborent avec l'université de Tallinn. Prit, également chercheur, met en pratique ces nouvelles ressources pédagogiques auprès des élèves.
Mon expérience m'a appris que pour la plupart des gens, introduire des jeux vidéo dans l'enseignement, ça crée un conflit. On n'a pas l'habitude d'utiliser cet outil dans le processus d'apprentissage. Mais les enseignants ne peuvent pas continuer éternellement à enseigner comme autrefois. Donc, nous ne devons pas considérer la technologie comme notre ennemi. Au contraire, il faut la mettre au service de l'enseignement. L'utiliser pour créer de nouvelles pédagogies. Aujourd'hui, pour le cours de géographie des 4e, Prit teste une application sur leur smartphone. Venez ici les jeunes. Aujourd'hui, le cours de géographie, les filles, porte sur la météo. Vous allez vous promener et observer autour de vous. Le professeur Prit vous a envoyé un lien vers l'application Discovery Trail. Vous n'avez qu'à l'ouvrir et suivre les instructions. Comment on va faire pour le déjeuner si ça nous prend trop de temps? Eh bien, tu ne mangeras pas. J'ai l'impression que le point vert indique où on est. Regarde, il bouge. Avant, il était là. Ok, on y est. Décrivez la météo, température, nuages, précipitation, vitesse et direction du vent. Et moi, j'ai aucun sens de l'orientation. Tu penses que c'est par là, le nord? Va falloir qu'on se repère. T'as une boussole dans ton téléphone? Il faut prendre le chemin forestier. Là-bas. Par ici, les filles. Peut-être qu'ils croient qu'on est perdus. En même temps, nous connaissant. On a fait un grand jeu de piste avec toute l'école. C'était super, mais avec mon équipe, on s'est perdu parce que... En fait, on voulait se perdre pour louper des cours, et puis on a fini par vraiment se perdre. Au final, on a aussi perdu tous nos points, et ils ont dû venir nous chercher en voiture. La vitesse du vent s'affiche ici. Température 16,2. Et si tu le tournais un peu pour voir dans quelle direction il y a du vent? Peut-être qu'il n'y en a pas. Comment font les scientifiques pour vérifier si ça marche? Ah ouais. Ça marche, donc c'est qu'il n'y a pas de vent. Attention, maintenant ça va se corser. Merci de l'avertissement. Ah, maintenant je comprends pourquoi on a fait tout ça. Écoute, calculer les différences de température et de vitesse du vent entre la prairie et la forêt. La technologie permet aussi d'assimiler des concepts plus difficiles à appréhender. Ici, un chercheur en informatique propose à des élèves de tester un jeu sur un sujet complexe. Comment équilibrer des équations chimiques. A priori, ils n'y connaissent rien. Alors, vous pouvez prendre vos casques, les enfiler et ajuster les sangles pour bien voir. Le bouton qui est sous votre majeur permet d'attraper. Et si vous avez besoin d'appuyer sur un bouton, vous n'avez qu'à mettre votre main devant. Je vais lancer le jeu. Vous avez 45 minutes. Le but est d'aller le plus loin possible. Je suis devant un grand pupitre où il y a des petites molécules. De chaque côté, il y a une espèce de distributeur de bonbons. Quand j'appuie sur un bouton, il sort une molécule, je les récupère et je dois en mettre la même quantité de chaque côté. Déplacer des atomes ou des molécules, voilà bien une opération impossible à réaliser dans le monde réel. La beauté de la réalité virtuelle, c'est qu'avec un simple ordinateur, on peut créer un laboratoire imaginaire. Ça ne coûte quasiment rien et ça permet aux élèves de visualiser et de manipuler des constructions abstraites.
Elle me passe au travers de la tête. Je peux peut-être en lancer une par terre? Quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, ça m'a rappelé que pour certains domaines, en chimie ou en physique, mais surtout en chimie, je pouvais regarder mon livre pendant 3 heures sans comprendre ni ce qui était écrit, ni ce que j'étais supposé faire. Et je suis d'autant plus motivé à créer des programmes de réalité virtuelle que c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué à l'époque. Aujourd'hui, on a des super outils pour faire ça. Une, deux... Je les ai pas mis au bon endroit. C'est de ce côté-là. Les jeunes d'aujourd'hui sont un peu différents. Ils ont besoin d'adrénaline et ils adorent les jeux vidéo. C'est cet environnement qui fait toute la différence. Personne ne les dérange, comme ça peut parfois être le cas en classe. Pendant le jeu, ils doivent faire des calculs pour franchir les différents niveaux. Et ça leur donne un sentiment d'accomplissement. Je suis à l'avant-dernier niveau. J'aime bien, c'est plus intéressant. On peut faire des essais, recommencer. On apprend de ses erreurs. La chimie devient fun. Le temps où l'adulte, le parent, le maître, était le seul à dispenser le savoir est révolu. Les jeunes de l'ère numérique apprennent des tas de choses tout seuls, et ils en sont fiers. À la Gustave Adolphe Grammar School, l'une des plus vieilles écoles municipales d'Europe, on l'a bien compris. Cette vénérable institution n'hésite pas à faire confiance à ses élèves et à utiliser leurs talents. Ça marche pas. J'arrive pas à me connecter. Je pense qu'on devrait le redémarrer. Ouais, t'as qu'à essayer. Nous avons plus de 100 élèves inscrits en filière informatique. En plus de leurs cours, ils interviennent au quotidien pour régler les problèmes techniques des professeurs. Au départ, ils apprennent à bien maîtriser le matériel informatique de l'école. Et une fois les bases acquises, ils sont capables d'aider les autres. Ok. On teste le dessin? Ça apparaît? Ça marche. On regarde si la caméra marche? Oui, elle se connecte. Ça marche. Alors... Voilà, ça marche. On inverse assez régulièrement les rôles ici. Tel jour, le professeur fait cours devant sa classe. Et le lendemain, ses élèves peuvent lui apprendre Excel ou Word. Ou lui donner des cours de codage. Ça arrive même à des CM2 ou à des 6e de donner des cours aux plus petits. Ça leur permet de s'affirmer et de transmettre ce qu'ils ont appris jusque-là. Salut. Salut. Comment ça va? Depuis quelques années, nos responsables informatiques sont choisis parmi les lycéens. Le directeur est toujours un élève de terminale. Et on lui adjoint un élève de première, qui va apprendre toutes les ficelles du métier pendant 1 an à ses côtés. Ils travaillent ensemble, en binôme. Et ils sont même payés pour ce qu'ils accomplissent. Donc, on a une nouvelle adresse mail et il faut l'activer dans le système. Je suis en terminale et en général, je commence les cours à 9h50. Donc, j'arrive à l'école avant 8h.
Je commence par regarder si j'ai des nouveaux mails et s'il y a des enseignants qui ont besoin d'aide. Une de mes missions, c'est de chercher comment développer l'école dans tous les domaines liés à l'informatique. Donc je propose des projets et je coordonne toute leur mise en place. Nos directeurs sont choisis parmi les étudiants qui aiment le plus l'informatique. Mais ils doivent aussi être capables de résoudre les problèmes administratifs. Ils sont intégrés à l'équipe de direction de l'école et à ce titre exercent un pouvoir de décision. En plus du salaire qu'on leur verse, ils acquièrent une expérience de directeur informatique dans une grande organisation. Ça leur fait une super ligne sur leur CV. Dans cette école, les élèves ne sont plus des consommateurs, mais des acteurs du système éducatif. Et ce principe fonctionne pour toutes les classes et tous les âges. Salut! Salut! Moi, c'est Maria. Moi, c'est Martha, Iris. et Marie. Bienvenue au club des DigiGirls. On est en 4e et on sera vos formatrices. Il y en a qui étaient déjà là l'année dernière? Une seule? Ok. C'est le club des DigiGirls. C'est un club d'informatique pour les filles et on a décidé de le créer parce qu'il n'y avait pas assez de filles en filière informatique. Donc on essaye d'y intéresser les filles dès l'école primaire. Vous savez tous ce que c'est? Oui. Pour allumer, c'est ici, avec le bouton Power. Mais il y a 3 boutons là. C'est celui-ci. Voilà, tu peux allumer. Ça développe la créativité. Il faut imaginer des nouveaux mouvements et trouver des choses que les robots pourraient faire. Et il faut aussi qu'on arrive à les programmer pour leur faire faire ce qu'on veut. C'est bien de connaître tout ça. Dans l'onglet basique, il y a Show Icon. Il faut cliquer ici. Ici. On doit essayer de trouver combien de fois il faut appuyer sur les boutons de mouvement. Avec les Bibots, on doit aller jusqu'au bout du parcours. Et si on y arrive, c'est gagné. Le mien va plus vite. Pas du tout. Je t'avais dit que j'y arriverais. L'expérience scolaire devient passionnante quand elle propose aux élèves des enjeux bien réels. Et quelle que soit leur orientation, littéraire, artistique ou scientifique, toutes les écoles estoniennes dispensent des cours obligatoires de travaux manuels. Allez, tu tiens. Les jeunes Estoniens, garçons et filles, vont ainsi suivre des leçons de cuisine, de couture, de tricot, d'électricité et de menuiserie tout au long de leur scolarité. En plus de favoriser l'équilibre entre travail intellectuel et manuel, c'est une intéressante façon de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. J'aime bien fabriquer des objets en bois. Parfois, on utilise l'ordinateur pour les concevoir. C'est sympa, ça aussi. Les métiers de l'artisanat sont en train de disparaître. Pourtant, on a vraiment besoin de gens qui ont ces compétences. Des gens qui savent se servir d'un rabot, d'une scie à main ou d'un ciseau à bois. Je viens ici parce que j'adore ça. Dans les autres cours, on passe notre temps à écrire, alors qu'ici, on fabrique ce qu'on veut avec nos mains. Les enfants viennent pendant les récrés et me demandent s'ils peuvent continuer leur projet ou démarrer autre chose. Il y en a même qui viennent alors qu'ils sont censés être en cours de maths. Alors que tant d'enfants et d'adolescents décrochent un peu partout dans le monde, ces élèves de Tallinn semblent accros à leur école.
Les cours sont terminés, dans certaines salles, les lumières sont éteintes, mais ici, c'est encore allumé. Alors les garçons, la classe est finie? Oui. Qu'est-ce que vous faites? On fabrique des toupies. Ah, c'est super. Notre école est comme une seconde maison. À la fin des cours, les élèves ne sont pas obligés de se précipiter chez eux. Ils peuvent rester là. C'est votre endroit préféré ici? Oui. Ils peuvent jouer au Lego, aux échecs, travailler, faire d'autres choses. On propose aussi des cours de musique et des clubs thématiques. Ils peuvent rester jusqu'à 20h. Tiens, les DigiGirls, qu'est-ce que vous faites? On joue aux dames. Avec un jeu d'échecs? Et comment ça se passe? Bien. Il y a des jeux de dames et d'échecs partout dans le bâtiment. Et aussi des Lego et des tables de ping-pong. Et comme les portables sont interdits pendant la journée, ici, on fait autre chose. J'ai gagné. Les élèves n'ont pas envie de rentrer chez eux. D'habitude, c'est l'inverse. Ils n'attendent qu'une chose, que la cloche sonne pour pouvoir partir. Mais ici, comme vous le voyez, il y a plein d'activités. Et le soir, il faut leur demander de partir. Sinon, leurs parents se mettent en colère. Même quand les cours sont finis, les enfants restent ici. J'aime beaucoup venir et regarder ce qu'ils aiment faire. Il y a ceux qui s'achètent un goûter au Elsie Café, ceux qui font leurs devoirs ou qui parlent avec un copain. Mais je crois que le plus chouette, c'est quand même ça. Là, c'est Anna-Céline. Elle vient du lycée. Et le soir, elle apprend aux enfants du primaire à jouer de l'orgue. Encore une fois. Lotta, tu es un petit peu lente. Du coup, Laura est obligée de t'attendre. Dans notre école, il y a énormément d'activités possibles. Les élèves peuvent exprimer leur propre opinion, être aidés, soutenus et apprendre. C'est une chose. Mais il y a autre chose qu'on oublie souvent quand on parle de bonheur à l'école. C'est le bonheur et le plaisir de l'effort. Quand on travaille dur, on fait un effort et on obtient un résultat qui nous rend heureux. Il faut aussi insister sur cet aspect, parce qu'on ne peut pas faire uniquement des choses qui nous amusent et nous intéressent. Le bonheur peut aussi venir d'ailleurs. L'Estonie est en train de réussir son pari. Avec moins d'heures de cours par semaine que partout ailleurs en Europe, les jeunes Estoniens comptent les meilleurs élèves en lecture, en mathématiques et en sciences. Alors, connexion ou déconnexion? Le numérique est avec nous pour le meilleur et pour le pire. À nous de l'apprivoiser.